Au lever du soleil, une route longue et tranquille attendait un convoi présidentiel. Sur le Burkina Faso, une route longue et apparemment tranquille attendait un convoi présidentiel lourd et pressé. Au centre de cette file de véhicules noirs, des véhicules noirs roulait la voiture de le président, chargée de dossiers, de promesses et d'attentes pour l'avenir du pays. Tout semblait maîtrisé. Pourtant, une fillette pieds nus surgit des buissons et se planta devant le cortège comme une barrière vivante, plus solide que toutes les voitures blindées qui la dominaient. Pourquoi une enfant inconnue risquerait-elle sa vie pour arrêter le président à cet instant précis? Cette histoire, qui pourrait sembler n'être qu'un simple contretemps sur une route désertique, porte en réalité un risque immense dont peu de dirigeants se seraient aperçus à temps. Dès que la fillette s'est dressée devant le convoi, un enjeu invisible s'est imposé, celui de la fragilité du pouvoir, lorsqu'il se retrouve face à une menace qu'aucun garde armé ne peut anticiper. Le bénéfice pour le public est clair. Comprendre comment une intervention minuscule peut modifier radicalement un enchaînement de faits, pourtant considérés comme inévitables. Mais ce renversement repose surtout sur une tension croissante, car chaque décision prise ce matin-là pouvait condamner ou sauver la vie du président, ainsi que celle de tous ceux qui l'accompagnaient. Un seul choix mal évalué, une seule seconde d'impatience, et l'itinéraire prévu aurait pu devenir un piège mortel d'une ampleur insoupçonnée. À travers le récit qui va suivre, chaque étape montrera comment une alerte dérisoire en apparence peut révéler un danger massif que personne n'avait anticipé. Au début, rien n'indiquait que ce matin-là, le président allait frôler la mort. Le cortège présidentiel roulait à grande vitesse sur la route menant à la capitale, le président concentré sur des documents en vue d'une rencontre cruciale pour l'avenir du pays. Mais tout bascula en une fraction de seconde. Une petite silhouette apparut soudainement, se tenant fermement devant les roues du convoi. C'était une enfant, probablement âgée de 5 ou 6 ans, aux pieds nus et aux cheveux en bataille. Son apparence sale et son regard perçant contrastaient avec la modernité et la sécurité du convoi. Les gardes étaient sceptiques, mais commencèrent à se poser des questions. Se précipitèrent, mais la fillette resta immobile. Se précipiter pour l'écarter. La petite fille resta immobile, affirmant d'une voix calme mais ferme. « Je dois voir le président, c'est urgent. » Le président, exaspéré mais intrigué, se rendit sur place pour comprendre ce qui se passait. La scène qui se déroulait devant lui, bien qu'insolite, semblait posséder un poids inexplicable. Un poids qu'il n'avait pas prévu dans ses calculs politiques. Les gardes étaient sceptiques, mais commencèrent à se poser des questions. Bien que sceptiques, commencèrent à se poser des questions. Pourquoi une enfant osait-elle se tenir ainsi, défiant un convoi présidentiel, risquant sa vie dans un moment où la sécurité était primordiale? Et pourquoi un président si puissant serait-il même disposé à écouter les propos d'un enfant? Il n'y avait aucune logique dans cette situation. Pourtant, la fillette ne s'effondra pas sous la pression des hommes armés et leur demanda simplement de l'écouter. Elle semblait avoir vu quelque chose, un danger que personne d'autre ne voyait. Ce qu'elle disait paraissait tellement absurde, mais une intuition étrange effleurait l'esprit du président. Avait-elle des informations qu'il ignorait? Était-ce un signe qu'il ne pouvait ignorer? Le président, bien que sceptique, se décida à la prendre au sérieux. Le président se tenait là, perplexe et irrité, au milieu de la route, à la fois perplexe et irrité. Il n'avait pas le luxe de perdre du temps, et la réunion à laquelle il se rendait était trop importante pour qu'il la mette en danger par une superstition enfantine. Cependant, le regard intense de la petite fille le perturba. Elle ne semblait pas être effrayée, bien au contraire, elle avait une assurance qui tranchait avec son apparence fragile. « Je suis la petite fille, » dit-elle simplement, tout en maintenant un contact visuel direct. « Je ne vous ferai pas de mal, mais vous devez m'écouter. » À ce moment précis, la situation prit une tournure inattendue. Tout ce que le président savait jusque-là, les procédures, les urgences, tout cela devint secondaire face à la clarté de cette petite voix qui portait plus de vérité que tous les conseils de ses plus proches conseillers. D'un geste, il fit signe aux gardes de s'écarter,
et il se tourna vers la fillette. Ce n'était plus une question de politique, de sécurité ou de protocole. C'était une question de confiance, un test de son jugement. « Pourquoi devrais-je vous croire ?» demanda-t-il. Elle répondit simplement « Parce que vous n'avez rien à perdre, mais vous avez tout à gagner. » Le silence se fit lourd. Le président savait que sa décision n'aurait pas que des conséquences politiques. C'était une question de vie ou de mort. Un simple retard pouvait tout changer. Mais un retard basé sur quoi? Sur un rêve d'un enfant? Sur un instinct qu'il ne comprenait pas? Le président se tourna une nouvelle fois vers les agents de sécurité. L'agitation parmi eux était palpable, leurs mains se resserrant instinctivement sur les armes, prêts à réagir à la moindre menace. Mais il leva la main pour les arrêter. Un silence pesant s'installa. Tout le monde, même les plus proches conseillers du président, attendait sa décision. Il se tourna alors vers la petite fille, qui le regardait toujours sans ciller. Il hésita un instant, puis, d'un signe de la tête, ordonna au convoi de stopper. Le cortège entier s'arrêta sur la route déserte. Les véhicules étaient alignés sous l'ombre des arbres, l'air pesant de la chaleur du matin. À ce moment, un petit murmure traversa les rangs des gardes et des assistants du président. « Est-ce vraiment nécessaire ?» chuchotait l'un d'eux. Mais le président ne répondit pas. Il était déjà en train de se concentrer sur la fillette. Tout en la fixant, il se demanda pourquoi il avait pris cette décision, pourquoi ce simple retard semblait si lourd de conséquences. L'horloge tournait, les minutes s'étiraient. Le président, toujours assis dans sa voiture, observait silencieusement. L'attente devint presque insupportable. Son assistant lui transmit des messages urgents, des appels de hautes instances internationales se faisaient de plus en plus insistants, réclamant sa présence pour une rencontre cruciale. La pression montait, mais, alors qu'il s'apprêtait à relancer la marche du convoi, il aperçut un détail qui changea tout. Un bruit dans les haut-parleurs de son téléphone portable, une alerte provenant de l'équipe de sécurité nationale. Un accident sur la route principale, une explosion. Un tanker a perdu le contrôle. Un frisson parcourut l'échine du président. Il écouta attentivement, son regard se durcissant. « Combien de véhicules sont impliqués ?» demanda-t-il, d'une voix qui trahissait son inquiétude. L'opérateur répondit. « Plus de 40 véhicules. Le feu a pris instantanément, Monsieur le Président. Nous pensons qu'il n'y a pas de survivants. » Les mots flottèrent dans l'air lourd de tension. Le président resta figé, son esprit faisant le lien. Le timing était irréel. Si le convoi n'avait pas été stoppé, il aurait été sur la même section de route, à la même heure. Avec une probabilité terrifiante de se retrouver pris dans l'explosion. Un moment avant, il n'avait été qu'un homme d'État pressé de rencontrer des investisseurs. Maintenant, il se retrouvait devant un choix de vie ou de mort. Et c'était cette petite fille, la petite fille, qui avait joué le rôle clé en stoppant son cortège. Le président se leva lentement de sa voiture et se tourna vers la petite fille. Elle était toujours là, assise sous l'ombre d'un arbre, indifférente à la grande scène qu'elle venait de créer. Il s'approcha d'elle, se baissant pour se mettre à sa hauteur. « Vous m'avez sauvé la vie » murmura-t-il, ému. La petite fille, d'un regard serein, répondit « Je l'ai fait parce que c'était ma mission. J'ai vu ce qui allait arriver. » Elle ne semblait pas impressionnée, juste résolue. Les gardes étaient sceptiques, mais commencèrent à se poser des questions. Stupéfaits, commençaient à comprendre. Ce qu'ils avaient initialement pris pour une intrusion enfantine était en réalité un acte de survie pur et simple. Le président, d'un regard chargé de gratitude, se tourna vers eux. « Annulez toutes les prochaines étapes du trajet. Nous attendons-y. Ici. » ordonna-t-il. La décision était prise. Le cortège restait immobile, un mélange d'émerveillement et de soulagement envahissant les rangs. Pendant que l'attente se prolongeait, l'heure du destin continuait à avancer, et le président savait que cet instant, où il avait écouté un enfant plutôt que de céder à l'urgence,
marquerait un tournant dans sa vie. Ce matin-là, la différence dans le trajet et la réalité qui s'est imposée, ce matin-là, fut aussi brutale que mesurable. Sans l'arrêt inattendu du convoi, le président se serait trouvé exactement au point d'explosion dans un intervalle de 40 minutes. Ce délai, annoncé par l'équipe d'urgence nationale, correspondait à la durée précise, séparant le moment où la fillette avait stoppé le cortège et l'heure estimée de l'accident. Cet écart temporel, minimal en apparence, suffisait pourtant à déterminer la frontière entre la survie et la tragédie. Une différence de 40 minutes peut sembler courte, mais elle structure un scénario totalement opposé. Le second indicateur, encore plus frappant, concernait le nombre de véhicules impliqués dans l'explosion. Plus de 40 véhicules avaient été réduits en cendres selon le rapport de sécurité. Cette donnée brute témoignait de la puissance dévastatrice du choc et rappelait à quel point une chaîne d'événements peut s'emballer dès qu'un tanker perd le contrôle sur une route nationale. 40 véhicules. 40 véhicules pris dans les flammes signifiait une certitude glaçante. Aucune chance raisonnable de survie si le convoi présidentiel avait été au même endroit. Ce nombre, terrible dans son immobilité, marquait la violence fulgurante de l'incendie. Enfin, une troisième mesure confirmait l'ampleur du danger. Les équipes d'intervention avaient parlé d'une zone d'impact s'étendant sur 200 mètres, une distance transformée en brasier continu par la force de l'explosion. 200 mètres de feu signifiaient que même une tentative de manœuvre d'urgence aurait été inutile. La chaleur, les débris et la propagation rapide des flammes auraient piégé tout véhicule engagé dans le couloir d'impact. La zone embrassée ne laissait aucune marge de manœuvre possible. Une telle longueur de destruction impliquait un rayonnement thermique impossible à contourner, même pour un convoi blindé. Ces 3 chiffres, posés côte à côte, traçaient un tableau incontestable. La chronologie, l'impact matériel et l'étendue de la déflagration parlaient d'eux-mêmes. Sans l'intervention inattendue de la petite fille, le président aurait eu toutes les chances de se retrouver au cœur du désastre. Dans son véhicule, il observait ces données transmises par radio et ressentait le poids concret de la situation. Il comprit que ce matin n'était pas simplement marqué par une intuition enfantine, mais par une réalité statistique qu'il lui aurait été impossible d'ignorer. Autour de lui, les agents de sécurité prenaient également conscience de l'importance de cette intervention. Eux, qui avaient d'abord douté, presque moqué l'obstination de la fillette, voyaient désormais dans ces chiffres la preuve irréfutable que quelque chose d'indéfendable s'était produit. Un simple arrêt imposé par une enfant seule avait suffi à sauver tout un convoi. La précision des données retirait tout doute et transformait une histoire improbable en une vérité implacable. La petite fille, assise non loin, semblait indifférente aux chiffres. Elle observait le ciel, comme si la confirmation de l'accident ne faisait que valider ce qu'elle savait déjà. Le président la regarda longuement, se demandant comment une enfant de son âge avait pu anticiper un danger aussi précis. La froideur des données ne faisait que renforcer la portée de son avertissement. Les nombres racontaient une histoire sans émotion, mais la présence silencieuse de la fillette lui en donnait tout le sens. Dans cette situation, 2 théories opposées s'affrontaient au sein même du cercle de sécurité du président le président. D'un côté, certains de ses conseillers et gardes estimaient que la fillette n'avait fait qu'agir de manière erratique, sans fondement rationnel. Ils soutenaient que l'intuition enfantine ne pouvait en aucun cas rivaliser avec l'analyse politique et stratégique et que, en tant que chef d'État, le président aurait dû simplement ignorer l'alerte de l'enfant et poursuivre sa route. Il mettait en avant le fait qu'un retard de quelques heures aurait pu coûter très cher sur le plan diplomatique et économique. L'absence de tout fondement tangible pour justifier cette décision d'arrêter le convoi renforçait cette conviction. Il s'agit d'une superstition, rien de plus, affirmait un des conseillers de longue date du président. Cependant, une autre perspective, défendue par certains membres du gouvernement et des proches du président,
suggérait que la décision de Traoré de faire une pause ne relevait pas seulement d'un calcul pratique, mais d'une forme de sagesse pragmatique. Ils insistaient sur le fait que le président, en choisissant de donner du temps à cette petite voix, avait fait preuve d'une compréhension profonde des risques et de l'incertitude. Parfois, dans les moments les plus tendus, il n'est pas toujours possible de tout expliquer par des chiffres ou des plans. Parfois, c'est une question de répondre à un signal, aussi faible soit-il. Si l'on considère le contexte, il est clair que la décision de Traoré, bien qu'inattendue, s'appuyait sur une logique de prévention et d'écoute des signaux faibles. Le résultat, de toute évidence, validait ce point de vue. Ainsi, bien que l'argument de la rationalité basé sur des faits et chiffres ait d'abord dominé, il a été rapidement mis à l'épreuve par une autre forme de rationalité, plus instinctive et humaine, qui consistait à reconnaître que, parfois, l'imprévu est plus fiable que le calcul. Ce sont les événements, plus que les idées, qui ont donné raison à cette approche. Tout bascula en un instant. Lorsque l'appel de l'équipe nationale d'urgence arriva, la tension qui régnait autour du convoi se transforma en un silence assourdissant. Le président, qui jusque-là oscillait entre frustration et doute, comprit soudain que la fillette n'avait jamais exagéré. L'accident, situé à une quarantaine de minutes devant eux, venait de confirmer toutes ces paroles, y compris les plus improbables. Le président sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas à cause du danger évité de justesse, mais en raison de la précision troublante de l'avertissement de la petite fille. À ce moment précis, quelque chose changea dans son regard. Il ne voyait plus, en cet enfant, une intruse téméraire, mais une présence inattendue qui semblait porter un message. Les gardes étaient sceptiques, mais commencèrent à se poser des questions. Eux restaient pétrifiés, incapables d'expliquer ce renversement brutal de situation. Le temps sembla suspendu, chaque seconde devenant plus lourde que la précédente. Le président s'approcha de la petite fille, non plus avec la distance protocolaire d'un chef d'État, mais avec une intensité nouvelle, comme poussé par une certitude qu'il n'arrivait pas encore à formuler. La révélation n'était pas seulement l'accident, c'était l'intervention de la petite fille, devenue le point de bascule de tout ce qui allait suivre. Les conséquences de cet événement dépassèrent rapidement le cadre d'une simple scène sur une route isolée. Ce qui n'avait d'abord semblé qu'un incident étrange impliquant une enfant pieds nus et un président pressé devint, en quelques heures, un point de rupture majeur pour tout le pays. Le président, conscient de l'ampleur du danger évité, réalisa que cet arrêt imprévu n'avait pas seulement sauvé sa vie. Il avait réorienté l'équilibre institutionnel, social, économique et régional du Burkina Faso. Du point de vue de l'État, la révélation de l'accident et l'annonce officielle faite plus tard créèrent une onde de choc immédiate. Les institutions réalisèrent à quel point la chaîne de commandement pouvait être vulnérable face à l'imprévu. 3 véhicules blindés, un dispositif de sécurité complet et une logistique de pointe n'avaient servi à rien contre un danger surgissant loin des radars officiels. Cela obligea les responsables à réévaluer la manière dont les signaux faibles étaient traités dans les protocoles du gouvernement. La survie de le président devint un rappel direct de la fragilité du système. Les acteurs économiques ont réagi, l'annulation de la réunion internationale entraîna d'abord une inquiétude considérable. Des partenaires potentiels, apprenant que le convoi avait été stoppé par une enfant, furent surpris de la tournure des événements. Mais lorsque l'information sur l'explosion fut confirmée, la perspective changea radicalement. Les milieux d'affaires comprirent que l'absence du président n'était pas une négligence, mais une conséquence d'un danger extrême. Cette compréhension renforça l'idée que la stabilité, plus que la vitesse, était un atout essentiel pour l'avenir économique du Burkina Faso. La survie du président devint un signal fort envoyé aux partenaires. La ligne de continuité politique était préservée. Du côté des citoyens, l'histoire prit une dimension encore plus profonde. Les habitants du Burkina Faso, apprenant que leur président avait échappé de peu à un drame, se mirent à raconter l'événement comme une parabole moderne. Dans les marchés, les écoles et les villages,
On parlait de la petite fille comme d'une enfant guidée par une intuition exceptionnelle. Beaucoup virent dans l'attitude de le président un exemple de leadership rare, celui d'un dirigeant capable de s'arrêter, d'écouter et de remettre en question la certitude des agendas officiels. Cette perception renforça fortement le lien émotionnel entre la population et son chef d'État. Au niveau régional, la situation a été observée. Enfin, l'épisode eut des répercussions notables. Les pays voisins observèrent avec attention ce qui venait de se dérouler au Burkina Faso. Qu'un président échappe à un sinistre grâce à l'intervention d'une enfant soulignait l'imprévisibilité des menaces qui pèsent sur la région. Les services de sécurité régionaux comprirent que les risques n'étaient pas toujours détectables à travers les outils classiques. Le cas de le président devint ainsi un exemple cité dans certaines discussions sécuritaires, rappelant que la vigilance ne dépend pas uniquement de la technologie, mais aussi de l'interprétation humaine et de l'attention portée aux phénomènes inattendus. Alors que l'impact de cet événement se diffusait dans tout le pays, les proches de le président commencèrent à envisager ce que les prochains mois pourraient révéler. Le geste de la petite fille n'avait pas seulement sauvé une vie. Il avait bousculé les attentes, modifié les dynamiques internes et ouvert un espace d'incertitude que personne n'avait anticipé. À partir de la situation déjà établie, un accident majeur évité de justesse, une intervention inattendue, une prise de conscience institutionnelle, 3 scénarios se dessinaient pour les 6 à 12 mois à venir. Un premier scénario envisage une approche, base. Dans cette trajectoire plausible, l'administration de le président capitalise sur l'épisode pour renforcer certaines procédures internes, notamment celles liées à la gestion des alertes imprévues. Rien de spectaculaire, mais des ajustements progressifs. Les institutions affinent leurs mécanismes de réaction, les équipes de sécurité révisent leurs protocoles et la population, encore marquée par l'histoire de la petite fille, maintient un lien émotionnel stable avec la présidence. Le pays continue d'avancer dans un cadre relativement maîtrisé. Un autre scénario plus optimistique. Ici, l'événement devient un véritable accélérateur. L'épisode où le président a accepté d'écouter une enfant pourrait inspirer une culture d'écoute et d'ouverture dans certaines sphères administratives. La symbolique de la petite fille, adoptée et intégrée à la vie présidentielle, nourrit un récit collectif puissant, celui d'un pays où même la voix la plus faible peut éviter une catastrophe. Sans ajouter de faits nouveaux, on peut imaginer que cette symbolique renforce la cohésion sociale et encourage une forme de confiance partagée entre dirigeants et citoyens. Le dernier scénario présente un risque. Worst. Dans cette version moins favorable, l'événement, bien qu'héroïque, ne parvient pas à s'inscrire durablement dans l'organisation étatique. L'intensité émotionnelle retombe et les anciennes habitudes institutionnelles reprennent le dessus. La tension générée par la réunion manquée et les enjeux internationaux pourraient alors réapparaître sous d'autres formes. La leçon essentielle, celle d'un danger invisible révélé trop tard, risque de s'affaiblir, laissant les structures vulnérables aux mêmes imprévus. En conclusion, voici une réflexion. Plutôt que de chercher à prédire lequel de ces chemins s'imposera, une meilleure approche consiste à retenir le principe que l'épisode met en lumière. Dans un environnement chargé d'incertitudes, chaque signal, même minuscule, mérite d'être évalué avant d'être écarté. C'est peut-être là l'enseignement le plus solide que l'expérience de le président offre pour l'avenir. L'histoire de le président et de la petite fille ne resta pas confinée au couloir du pouvoir. Elle se propagea rapidement au-delà des faits, touchant des publics très différents, chacun y trouvant un écho particulier. Pour les familles, d'abord, l'épisode résonna comme un rappel silencieux de la valeur de l'attention. Ils y virent l'image d'un moment où un dirigeant avait choisi d'écouter une voix fragile, un geste qui, dans les foyers, fut souvent interprété comme une preuve que le courage ne dépend ni de l'âge, ni de la position.
Pour les travailleurs et ceux qui vivent au contact quotidien des difficultés, le comportement de le président fut perçu d'une manière différente. Beaucoup comprirent à travers cette scène qu'un avertissement, même minime, peut avoir une portée immense. L'idée qu'une simple observation, un détail remarqué ou une intuition sincère puisse éviter une tragédie inspira une forme de respect pour la vigilance de terrain. Ils y virent la confirmation que la prudence reste un outil essentiel, même dans les sphères les plus élevées. Du côté des jeunes, cet épisode prit une dimension presque symbolique. L'intervention de la petite fille, une enfant sans ressources, sans titre, sans entourage, prouva qu'une action isolée peut inverser le cours d'une journée entière. Beaucoup y trouvèrent une forme d'encouragement, celui de croire que leur voix peut compter, même lorsqu'elle semble faible, face aux structures établies. Le fait que le président ait reconnu cette voix donne à l'histoire une portée encore plus marquante. Pour chacun de ces groupes, deux idées simples émergèrent. Prêter attention aux signaux faibles et ne jamais supposer que la petite voix n'a aucune importance. Ce sont parfois ces indices discrets, presque invisibles, qui empêchent les plus grandes catastrophes. Après avoir mesuré l'ampleur du danger évité et compris la manière dont un simple signal avait transformé une journée entière, le président se retrouva confronté à une question essentielle. Comment faire en sorte que les institutions, les équipes de terrain et même les citoyens puissent mieux reconnaître ce type d'alerte à l'avenir? Sans ajouter d'éléments extérieurs au récit, plusieurs orientations se dégagèrent naturellement des enseignements de l'épisode. La première étape consistait à identifier les signaux faibles. Les équipes proches du président pourraient commencer par affiner leur capacité à repérer les interruptions inhabituelles, même lorsqu'elles semblent improbables. On ne peut pas prédire chaque danger, mais on peut décider de ne pas ignorer les alertes inattendues. Ensuite, l'étape suivante serait de instaurer un temps de vérification. L'épisode vécu par le président a montré qu'un délai minimal peut changer un destin. Intégrer une courte phase d'évaluation, quelques minutes, pas plus, permettrait aux équipes de sécurité d'examiner toute alerte avant de la rejeter. Un troisième aspect à considérer, créer un protocole d'écoute. Sans institutionnaliser l'imprévisible, on peut néanmoins encourager les équipes à tenir compte de la parole de témoins extérieurs lorsqu'une situation paraît anormale. Ce protocole resterait simple, mais il fournirait un cadre pour ne pas balayer trop vite une information essentielle. Enfin, une dernière étape consisterait à mesurer les gains. Ces ajustements pourraient être évalués uniquement en fonction de ce qu'ils permettent d'éviter. Des prises de risques inutiles, des décisions trop rapides ou des événements imprévus sous-estimés. Chaque fois qu'une situation est réévaluée judicieusement, le protocole prouve son utilité. Ainsi se referme la question laissée ouverte. Comment transformer une alerte inattendue en outil de protection? L'expérience de le président fournit déjà une partie de la réponse. Lorsque le calme revint enfin, le président repensa au premier instant où la petite fille avait levé les yeux vers lui, debout au milieu de la route poussiéreuse. Ce regard, qu'il avait d'abord perçu comme une intrusion, était devenu le fil conducteur de toute cette journée bouleversée. Dans le silence du palais, il revoyait la petite silhouette déterminée, son visage marqué par la fatigue et la poussière, mais illuminé d'une conviction que rien n'avait pu ébranler. C'était ce même regard qui l'avait convaincu d'écouter, malgré l'urgence, malgré la pression, malgré les doutes de ses propres gardes. La petite fille n'avait ni puissance ni titre, seulement une certitude fragile et une parole simple. Pourtant, c'était elle qui avait infléchi le cours d'un destin que personne n'aurait pu anticiper. En repensant à ce moment, le président comprit que ce n'était pas la force qui avait changé la trajectoire du convoi, mais la clarté d'une voix isolée. Il lui sembla alors que la véritable leçon de cette journée tenait en quelques mots. Les petits signes protègent les grandes vies. Cette phrase, courte mais incisive, résumait tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait failli perdre, et tout ce qu'une enfant avait préservé. L'histoire de le président
et de la petite fille, dépasse largement le cadre d'un accident évité ou d'un destin détourné. Elle renvoie à quelque chose de plus profond, la valeur silencieuse des voix qu'on n'entend pas toujours, la force discrète de l'attention et la place que chacun peut occuper dans la protection collective. Ce récit, transmis de bouche à oreille, rappelle que même les gestes les plus simples peuvent tisser des liens invisibles entre un dirigeant et son peuple. Dans un monde où tout semble aller vite, où chaque décision paraît dictée par l'urgence, cette journée montre qu'il existe encore des moments où s'arrêter, écouter et réfléchir devient un acte de courage. Le président, en choisissant d'accorder 1 minute à une enfant inconnue, a démontré que la vigilance humaine reste une ressource irremplaçable. Si nous prenions tout le temps de percevoir les signaux faibles autour de nous, combien de risques inutiles pourrions-nous éviter, chacun à notre échelle? Et parmi toutes ces voix discrètes, lesquelles mériteraient que nous nous arrêtions un peu plus souvent pour les écouter,